Les matérialistes adorent jeter des pierres aux idéalistes, au sens figuré et, si l'occasion se présente, au sens littéral. Si la conscience crée la réalité, argumente-t-il, pourquoi une pierre reste-t-elle une pierre, que vous y croyez ou non? Une question pertinente. Une pierre n'est une pierre que parce que votre esprit s'est entraîné à la voir ainsi. Avant que les humains n'existent, il n'y avait pas de pierre, juste une masse amorphe d'atomes en vibration, indifférente aux étiquettes. Avant de devenir écrivain, Saint-Exupéry était aviateur dans l'armée de l'air française. Un jour, on lui confia la mission de transporter du courrier de la France vers l'Amérique du Sud, un voyage extrêmement périlleux à l'époque. Par un malheureux concours de circonstances, son avion s'écrasa dans le désert du Sahara. Il se retrouva seul, sans eau, dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. Alors qu'il errait parmi les dunes, il vécut une vision profonde, une rencontre qui ressemblait plus à un rêve. Un jeune garçon, semblant ne pas appartenir à ce monde, s'approcha de lui. L'enfant lui parla de la nature de la conscience et de l'importance de l'invisible. Plus tard, Saint-Exupéry évoqua cette vision comme celle du Petit Prince, bien que l'histoire n'ait pas encore été écrite et que le garçon n'ait pas encore pris vie sur le papier. À travers cette épreuve surréelle, sa perspective bascula. D'une lutte désespérée contre les éléments, il passa à un dialogue intime avec la vie elle-même. Il fit alors une révélation. L'existence n'était pas une épreuve cruelle, mais une énigme étrange et merveilleuse. Le lendemain, il aperçut une caravane bédouine. Et cette fois, ce n'était plus une vision. Plus tard, il se souvint avoir imaginé la caravane comme un désir de vie matérialisé. La conscience n'a pas besoin d'un cerveau pour exister. On le voit dans la façon dont une fleur s'épanouit vers le soleil ou comment une rivière trace son chemin à travers les montagnes. D'une certaine manière, tout est constamment conscient de son environnement, s'adaptant, réagissant, répondant. Nous devons nous libérer de l'idée limitante que la conscience est uniquement humaine ou confinée à nos esprits. Il ne s'agit pas de savoir si les choses ont un esprit propre, mais plutôt que tout, du plus petit grain de sable à la plus haute montagne, participe à la même vaste conscience interconnectée. La pierre est une habitude. La réalité est une habitude. Votre expérience de la vie est une accumulation d'hypothèses si profondément ancrées que vous oubliez les avoir créées. Le monde n'est pas fait de choses, il est fait d'histoires, et les histoires sont faites de perceptions. Si suffisamment de gens croient en quelque chose, cela prend forme. Les nations, les monnaies, les traditions, les lois, tous sont des constructions mentales, rendues solides par un accord collectif au point que nous oublions qu'elles ne sont pas des objets tangibles. Ce sont des sorts lancés par la conscience. Dans la cosmologie de Giordano Bruno, la réalité n'était pas une chose statique, mais un esprit vivant, infini et vaste. Pour lui, l'univers était essentiellement un champ mental géant où les pensées interagissaient pour façonner la réalité. La conscience n'est pas un spectateur fantomatique planant au-dessus de la réalité. Elle est l'encre dans la plume. Plutôt que de créer la réalité comme des expériences isolées, la conscience crée et est créée simultanément. Votre esprit résonne avec d'autres esprits comme des nœuds dans un réseau de pensées cosmiques. L'univers se reconfigure constamment en fonction des états mentaux, façonnant non seulement des réalités personnelles, mais aussi nos mondes collectifs. Thomas Nagel, dans son célèbre essai « What is it like to be a bat ?», soutient que la conscience inclut un aspect subjectif, les qualia, c'est-à-dire ce que cela fait de vivre une expérience. Selon Nagel, il existe une limite inhérente à la compréhension humaine de la conscience. Même si nous comprenons les processus physiques du cerveau, nous ne pourrons jamais pleinement connaître l'expérience subjective d'autres créatures, comme une chauve-souris, car la conscience n'est pas réductible à des faits objectifs. La conscience est ce qui rend le problème corps-esprit vraiment insoluble.
c'est l'aspect le plus déroutant de l'univers. Les qualia sont l'expérience subjective des choses, le goût d'un fruit, le chant d'un oiseau, la couleur du ciel. Tous ces éléments sont des créations de la conscience. Ce que nous oublions souvent, c'est qu'ils ne sont pas des objets extérieurs, mais des expériences façonnées par l'esprit. La conscience filtre et interprète les données sensorielles pour produire une réalité cohérente. Nous ne sommes pas des observateurs passifs, mais des participants actifs dans la construction de notre expérience du monde. La réalité que vous percevez n'est pas un reflet neutre du monde, elle est façonnée par l'esprit. Ainsi, la conscience est l'architecte de la réalité, pas seulement son observateur. Prenez Jeanne d'Arc. Une adolescente affirmant entendre des voix célestes a convaincu une armée de guerriers endurcis de la suivre au combat. La question n'est pas de savoir si les voix étaient réelles, mais si la réalité avait jamais le choix de leur désobéir. Si la croyance est le moteur de la réalité, alors Jeanne n'a pas halluciné, elle a créé. Mais pour vraiment voir la profondeur de la conscience plutôt que de la considérer comme distincte du monde physique, nous devrions la voir comme inséparable de la réalité elle-même. Le neuroscientifique Karl Pribram a travaillé pendant des années sur une théorie selon laquelle l'esprit est un hologramme. Imaginez un hologramme. Chaque partie contient l'image entière. De la même manière, chaque partie de votre cerveau détient un schéma de l'univers tout entier. Ainsi, la conscience n'est pas confinée à un seul endroit du cerveau, elle est distribuée, englobante et en interaction constante avec la réalité environnante. Cela signifie que le monde n'est pas quelque chose d'extérieur à vous, attendant d'être perçu. L'univers et votre conscience sont entrelacés dans une boucle continue, chacun façonnant et remodelant l'autre. Il n'y a pas de « moi » dans le monde, ni même de « conscience » dans le monde. Le moi est une histoire, et la conscience est la scène sur laquelle elle se joue. Ce que nous appelons vous est simplement une expérience émergeant dans ce vaste champ interconnecté de conscience. Et ce que nous appelons conscience est simplement la toile de fond sur laquelle toutes les expériences se déroulent. En essence, il n'y a pas de soi isolé, ni de conscience contenue. Les philosophes anciens ont flirté avec l'idée que le soi et la conscience ne sont pas des entités singulières et séparées. La tradition védique de l'hindouisme suggère que le soi, Atman, est en réalité identique à Brahman, la conscience universelle qui imprègne toute chose. Il n'y a pas de soi individuel en dehors de cette conscience plus vaste, c'est une illusion, un reflet du tout. Dans le Talmud, texte sacré juif, Rabbi Yehoshua ben Lévi explique que chaque individu devrait se voir comme si le monde entier avait été créé pour lui. « Le monde a été créé pour toi », dit-il. Cette déclaration, presque paradoxale, suggère que le monde entier, dans toute sa complexité et son immensité, a été créé pour la conscience d'un seul individu. Ce n'est pas une affirmation d'égoïsme, mais plutôt une insistance sur la relation personnelle que chacun entretient avec l'univers. Beaucoup de ceux qui vivent un éveil spirituel profond rapportent une réalisation troublante. Ils sont seuls dans le monde. Pas au sens social conventionnel, mais dans un sens qui suggère que leur conscience est la seule certitude. Mystiques et philosophes, à travers l'histoire, ont tourné autour de cette compréhension, comme des papillons autour d'une flamme. Ils ont tous rencontré cette révélation étrange mais libératrice. D'une certaine manière, le monde est eux-mêmes. Quand on retire les couches de conditionnement, la réalisation apparaît. Il n'y a pas de réalité extérieure indépendante de la perception. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui s'éveillent décrivent une sensation de solitude absolue, non par désespoir, mais par la reconnaissance qu'il n'y a pas d'autre, seulement la conscience se rêvant elle-même en forme. Le monde a été créé pour toi, et pourtant tu n'es que poussière et cendre. Cette contradiction est au cœur de l'expérience humaine. Nous sommes à la fois des poussières insignifiantes dans le cosmos et le centre de la réalité depuis notre propre point de vue.
Une interprétation mystique suggère que la réalité elle-même est projetée à travers la conscience de chaque observateur. Cela signifie que le monde existe littéralement pour vous, mais aussi pour chacun. Avant même que vous ayez l'idée de regarder cette vidéo, la réalité conspirait déjà. Pas dans le sens paranoïaque de gouvernements chuchotant dans l'ombre, mais dans un sens cosmique bien plus insidieux. Une grande illusion s'assemblant autour de votre conscience. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Le grand barde Shakespeare, peut-être plus magicien que dramaturge, nous a fait murmurer à Hamlet. Il n'y a rien de bon ou de mauvais en soi, c'est la pensée qui le rend tel. Une parfaite distillation de la conscience façonnant la réalité. Cette rupture douloureuse, ce refus d'emploi, ne sont rien d'autre que des interprétations peintes et repeintes par le pinceau de votre esprit. À travers des états de conscience profonds ou modifiés, nous pourrions accéder à d'autres royaumes et changer consciemment de lignes temporelles ou dimensions d'existence. Ce monde est comme un couloir avant le monde à venir, un espace liminal où l'on affine son âme avant d'entrer dans la véritable réalité. Cela rejoint tant de traditions ésotériques qui suggèrent que la réalité physique n'est qu'une école pour la conscience, une initiation plutôt qu'une fin en soi. La conscience ne s'arrête pas avec l'existence physique. Ce monde n'est qu'un seuil, un état préparatoire. Mais si la réalité est basée sur la conscience, quel est ce monde à venir? Les kabbalistes parlent d'Olam Abba, le monde à venir, non pas comme une vie après la mort lointaine, mais comme un état de perception. Plus on s'aligne avec la vérité, plus le monde à venir devient visible, même ici. Le monde à venir n'est pas un autre monde, mais une vision plus profonde de celui-ci. La conscience est le fil qui traverse tout, le couloir, le monde à venir, l'illusion de la séparation et le dévoilement de ce qui a toujours été là. Montre-moi ton visage originel, celui que tu avais avant ta naissance, demande le vieux koan. Et quel est ce visage originel, sinon la conscience elle-même? Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Puisse-t-elle résonner en vous comme une étincelle de conscience et d'émerveillement. Comme toujours, c'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.